Mon fils m'a mise à la porte quand j'ai perdu mon emploi, sans savoir que je cachais une fortune. Il m'a regardé comme si je venais d'avouer un crime. « Tu as été licencié ?» a-t-il répété, à voix haute. « Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Vivre ici, à nos crochets ?» La tasse de thé était encore chaude dans mes mains, mais mon corps s'est glacé. Sophie, sa femme, a levé les yeux de son téléphone avec ce sourire qui n'atteignait jamais le regard. Le genre de sourire que l'on apprend à craindre. On a déjà du mal à joindre les deux bouts avec 2 salaires, alors imagine avec une personne en plus à charge, a-t-elle murmuré, comme si j'étais un meuble dans le coin du salon. J'ai cligné des yeux, lentement. Je n'avais même pas encore expliqué la raison de mon licenciement. Je n'étais pas encore arrivée au moment où j'allais leur dire que ma patronne, avant de mourir, m'avait laissé quelque chose, bien plus que des mots de gratitude. Mais ils n'ont pas attendu. Mon fils, celui que j'avais bercé pendant les nuits de fièvre, s'est levé de sa chaise, le visage rouge de colère. « Ce n'est pas une maison de retraite ici, maman. Je t'avais prévenu que si tu quittais ton travail, tu ne pourrais pas rester. Tu as fait ton choix. » Un silence sec est tombé. Sophie a croisé les bras. Il a pris les clés de la voiture. Et moi, je tenais toujours la tasse. Dans mon sac, une enveloppe jaunie pesait plus lourd que tout dans cette pièce. Il pensait que j'étais juste une femme vaincue, un poids mort. Mais je n'étais pas vaincue. J'étais sur le point de tourner la page. Et cette fois, c'était moi qui décidais qui restait et qui serait laissé pour compte. Si cette histoire vous a déjà captivé, imaginez ce qui va suivre. Ici, chaque vidéo révèle des vérités que personne n'ose raconter. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Je m'appelle Hélène. J'ai 58 ans et, pendant 3 décennies, on m'a seulement appelée « maman ». Ça ne me dérangeait pas. Au contraire, c'était ma plus grande fierté. J'ai élevé Julien seul depuis ses 2 ans. Son père nous a quittés pour une autre vie et n'a jamais regardé en arrière. Moi, si, tous les jours, pour vérifier s'il avait mangé, s'il dormait, s'il toussait la nuit, s'il cachait une fièvre pour ne pas aller à l'école. Je n'ai jamais connu le luxe, mais il avait ce dont il avait besoin. J'ai travaillé comme assistante personnelle pour l'une des femmes les plus exigeantes et les plus prospères que Paris ait connues, Geneviève Lambert, une femme d'affaires brillante, froide comme le marbre, mais juste comme personne. Je suis restée à ses côtés pendant 28 ans. J'ai noté ses confidences, protégé ses secrets, géré ses crises. Je n'ai jamais manqué un jour, jamais demandé de congé, jamais rien voulu, à part la paix à la fin du mois. Je me levais avant le soleil, je prenais le RER puis le métro. Je rentrais chez moi quand il faisait déjà nuit et que Julien dormait. Je m'asseyais par terre dans le salon et je pleurais doucement, d'épuisement, de culpabilité, de solitude. Mais je continuais, toujours. J'ai grandi en entendant qu'une femme qui se plaint est une femme amère, qu'une femme qui ne supporte pas en silence n'est pas faite pour être mère. Alors, je me suis tue, j'ai supporté, jusqu'à mon dernier souffle. Je n'ai jamais exigé de gratitude, mais j'espérais qu'un jour, quand Julien serait stable, en sécurité, il me regarderait avec tendresse, qu'il me dirait « Maman, maintenant, repose-toi ». Ce n'est jamais arrivé. Sophie, sa femme, venait d'une famille bourgeoise, éduquée, raffinée, froide. Elle ne m'a jamais acceptée. J'essayais de m'adapter, j'apportais des fleurs, je cuisinais son plat préféré, je souriais plus que nécessaire. Mais j'ai toujours été traitée comme un accessoire. Une présence qui dérangeait, même silencieuse. Sophie était subtile, mais cruelle. Et Julien, de plus en plus semblable à elle. Pourtant, je ne me permettais pas de les haïr. Je voulais juste être acceptée. Je voulais juste m'asseoir à table sans sentir que j'étais une assiette en trop. Quand Madame Lambert est tombée malade, c'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital. C'est moi qui ai organisé les soins, l'agenda des visites, la routine des médicaments. Je lui ai tenu la main jusqu'à son dernier soupir. Et elle, entre 2 râles, m'a dit « Vous avez été plus une fille pour moi que celle que j'ai élevée. » Elle est partie. Et moi, j'ai continué. Je suis rentrée chez mon fils en pensant que, enfin, je pourrais me reposer, être proche, faire partie de la famille. Mais il a suffi que je perde mon emploi pour que tous les sourires disparaissent, pour que l'appartement devienne plus petit, pour que je devienne une statistique. La femme qui avait tout enduré était devenue une gêne. Cet après-midi-là, face à leur regard froid, j'ai compris une chose qui m'a transpercée comme un couteau. Je n'étais pas la bienvenue.
J'étais seulement pratique, tant que je participais aux frais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Geneviève m'avait laissé bien plus que des souvenirs. Elle m'avait laissé la clé de la liberté. Et cette fois, j'allais l'utiliser. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Je ne rêvais pas de voyage à Paris, de bijoux coûteux ou de fêtes d'anniversaire surprises. Je rêvais de petites choses, ridicules peut-être, comme entendre un « merci » qui ne soit pas motivé par un service rendu. Comme si Julien m'invitait à déjeuner, non pas parce qu'il avait besoin d'aide avec les enfants, mais parce qu'il voulait me voir. Comme si Sophie m'offrait un cadeau d'anniversaire qui ne soit pas une bougie de supermarché emballée dans du ruban adhésif usagé. Je rêvais d'entrer dans l'appartement de mon propre fils et de me sentir la bienvenue, pas une invitée, ni un fardeau. Je traversais le salon et je le sentais. Les conversations cessaient, les sourires s'effaçaient, le volume de la télévision augmentait, comme si ma présence était un bruit de fond à étouffer. Et chaque fois que cela se produisait, je me disais « c'est juste la fatigue, ils sont stressés, ne le prends pas personnellement ». Mais au fond de moi, je le prenais personnellement. Parce qu'au fond, ce que je voulais, c'était être vue, vraiment. Je voulais que quelqu'un, une seule fois, me regarde comme Madame Lambert m'avait regardée à l'hôpital, quand elle peinait à parler, mais me serrait quand même la main comme pour dire « vous êtes importante ». J'ai passé ma vie à me faire invisible pour plaire. Je disais « oui » quand je voulais hurler « non ». Je disais « tout va bien » quand mon monde s'effondrait. Et tout cela pour un seul désir, l'appartenance. Faire partie de quelque chose. Avoir une place sûre dans le monde. Un endroit où personne ne remettrait en question mon existence, ni ne calculerait mon coût. Et puis le jour est venu où tout s'est écroulé. Geneviève est morte. Le travail a pris fin. Le revenu a disparu. Et ce que je pensais être de l'accueil s'est transformé en jugement. Sophie m'a présenté un tableau Excel, littéralement. Une feuille avec tous les coûts de l'appartement et le pourcentage que je devais couvrir. « Ah, il faut un peu d'organisation », a-t-elle dit en souriant, comme si elle me rendait service. Julien est resté silencieux, comme toujours. Comme si son silence était de la neutralité, alors qu'en réalité, c'était de la connivence. J'ai regardé ce papier et j'ai dégluti avec peine. Je me sentais comme une locataire endettée, pas comme la femme qui l'avait élevée. C'est à cet instant que quelque chose en moi a changé. Mon désir, celui d'être accepté, d'être aimé, s'est flétri. À sa place, un autre a grandi, plus sombre, plus dense. Je ne voulais plus appartenir. Je voulais qu'il ressente le même mépris qu'il m'avait infligé. Je voulais que Julien, un jour, me cherche et voie qu'il avait perdu. Non par vengeance, mais par justice, pour tout ce que j'avais avalé en silence, pour toutes les fois où il m'avait fait sentir que j'étais un fardeau, alors que j'avais été leur pilier. Mon nouveau désir n'était plus d'être invité à dîner. C'était de les voir à table, avec une place vide, et de savoir que cette place était la mienne, et qu'ils l'avaient méprisée si longtemps, qu'il était maintenant trop tard. C'était un mardi, un de ces jours sans couleur, pluie fine, ciel lourd, et un silence étrange dans la maison. Sophie était dans la cuisine. Elle coupait des légumes avec une précision chirurgicale. Julien tapotait sur son téléphone. Aucun des deux n'a levé les yeux quand je suis entrée. J'ai posé mon sac avec soin sur le sol. J'ai enlevé mon manteau trempé et j'ai pris une profonde inspiration. « Julien, j'ai été licencié. » Les mots sont sortis bas, presque comme des excuses. Il a levé les yeux, lentement, comme s'il traitait l'information. « Comment ça? Licencié? Geneviève? Madame Lambert est décédée la semaine dernière. L'entreprise lui appartenait. Tout a été liquidé. Je n'ai plus de travail. » Sophie a arrêté son couteau au milieu de la planche. « Et tu n'as pas pensé à chercher un autre emploi avant de venir nous l'annoncer ?» La question était plus tranchante que le silence, comme si mon existence nécessitait une autorisation. J'avais besoin de temps, Sophie. Ça n'a été un choc. Madame Lambert était plus qu'une patronne. Je suis restée avec elle jusqu'à la fin. Julien s'est gratté la barbe, a détourné le regard. « On ne peut pas subvenir à tes besoins, maman. » Je me suis agrippée à la chaise. J'ai senti une chaleur monter à mon visage. « Je ne vous ai pas demandé ça, Julien. Je voulais juste que vous le sachiez. J'ai encore quelques économies. Et je vais chercher autre chose. J'avais juste besoin de souffler un peu. » Sophie a ri. Un rire bref, déplacé. « Excuse-moi, mais souffler ne paie pas les factures, ni le loyer. » Je me suis tue.
Ce dîner fut le plus silencieux de ma vie. Le lendemain, j'ai trouvé mes vêtements empilés sur le canapé du salon. Un mot posé dessus: continuer comme ça n'est sain pour personne. Tu dois te retrouver. Ce n'est pas le meilleur endroit pour ça en ce moment. J'ai reconnu l'écriture de Julien. Mes jambes ont flanché une seconde. Je me suis appuyée contre le mur. Mon cœur s'emballait, mais mes yeux étaient secs. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai pris mon sac. Mes économies couvraient à peine 1 mois de loyer. Et mes années dans le même emploi me rendaient presque inemployable aux yeux de n'importe quel recruteur. Dans le taxi, j'ai serré l'enveloppe que je n'avais pas encore eu le courage d'ouvrir. Geneviève me l'avait donnée un matin étrange. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient cernés. Gardez-la, et ne l'ouvrez que lorsque vous sentirez que vous n'avez plus rien. Cette nuit-là, allongée dans une chambre louée, sans savoir où j'allais atterrir le mois suivant, j'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait une lettre et une clé. La lettre était simple, écrite à la main. Des phrases courtes, mais chaque ligne semblait crier. Vous avez été mon encre, ma voix dans la confusion, la seule constante dans le chaos. Ma respiration se coupait. Ce compte n'est pas une faveur, c'est la reconnaissance que je n'ai jamais pu vous donner de mon vivant. En pièces jointes, un numéro, un compte bancaire. Je suis allé sur l'ordinateur de la pension où je logeais. J'ai accédé au site de la banque. Et là, sur cet écran froid, j'ai vu la somme. 3,5 millions d'euros. Je ne comprenais pas. Je relisais. Je pensais qu'il y avait une erreur. Mais c'était bien là. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, le virement confirmé, le solde disponible. Mes mains tremblaient. Mes yeux ne clignaient pas. J'ai pleuré, mais pas de douleur. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais supporté, pour tout ce que j'avais enduré en silence, pour chaque jour où l'on m'avait fait me sentir petite. Moi, maintenant, j'étais une femme libre. Et personne, ni Julien, ni Sophie, ni le monde, n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Retourner chez eux fut la seule option. Même avec cet argent sur le compte, je n'ai pas bougé un centime. Pas par fierté, par stratégie. Je devais voir, je devais sentir, je devais être sûre que tout ce que je soupçonnais était réel. Et ça l'a été. La première semaine fut faite de silence. Sophie évitait de me regarder dans les yeux. Julien se disait trop occupé pour parler. Les repas ont commencé à se prendre sans moi. Un jour, je me suis assise à table avant eux. J'ai préparé un bœuf bourguignon, un plat simple que Julien adorait dans son enfance. Quand ils sont arrivés, ils ont regardé les assiettes déjà servies et ont commandé à emporter, sans un mot. Le lendemain, la télévision de ma chambre a disparu. Puis, la serrure du balcon a été changée. Et enfin, ce fut la goutte d'eau. C'était un dimanche ensoleillé. J'étais assise sur le balcon, essayant de broder, quand j'ai entendu leur conversation dans la cuisine. Sophie parlait bas, mais distinctement. « Il faut qu'elle parte. C'est intenable, Julien. »« Je sais, » a-t-il répondu. « Mais comment ? Elle n'a nulle part où aller. Elle a 58 ans, ce n'est pas une invalide. Qu'elle se débrouille. » Silence. Puis il a ajouté. « C'était peut-être une erreur de la laisser venir. » Cette phrase est tombée en moi comme une pierre. Je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine. Ils ont pâli. « Excusez-moi, j'ai entendu sans le vouloir. » ai-je murmuré. Sophie n'a pas semblé gênée. « On ne t'attaque pas, Hélène. On est juste pratique. » Julien s'est adossé à l'évier. « Ne me regardez pas. Maman, tu sais bien qu'on n'a pas les moyens de tout maintenir en l'état. Tu dois envisager des alternatives. » « Des alternatives ?» ai-je demandé, sentant mon cœur se serrer. « Vous me demandez de partir ?» Sophie a pris une profonde inspiration. Comme quelqu'un qui explique une évidence à un enfant. Nous disons que peut-être cet environnement n'est le meilleur pour personne. Je suis restée là, immobile, une statue. Puis, sans réfléchir, j'ai lâché. Vous voulez savoir pourquoi j'ai quitté ce travail ? Les deux m'ont regardé, curieux, parce qu'on m'humiliait, parce que je passais mes journées à encaisser des cris, à endosser les fautes des autres, à être invisible, parce que j'avais atteint ma limite. Sophie a eu un petit rire. « Eh bien, 4 000 € par mois pour être invisible ? Ça ne me semble pas si mal. » Ces mots ont été un coup de poing. Julien a ri. « Maman, pour l'amour de Dieu, tu crois que ça justifie ce que tu as fait ? On comptait sur cet argent. Et maintenant, tu deviens un fardeau ? Un fardeau, c'est ce qu'il a dit. Mon fils, celui qui dormait sur ma poitrine quand il avait de l'asthme, celui que j'ai porté dans mes bras jusqu'à 8 ans parce que ses jambes tremblèrent de faiblesse.
Sa voix était remplie de froideur. « Je t'ai accueillie, maman. Je t'ai ouvert ma maison. »« Accueillie ?» ai-je demandé presque sans voix. « Bien sûr. Mais maintenant, la situation est différente. Sophie et moi avons des projets. Et avec toi ici, ça se complique. » Sophie a croisé les bras, a confirmé d'un signe de tête. « Nous avons besoin de notre espace. L'air m'a manqué. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. » Je suis allée dans ma chambre. J'ai respiré profondément. Je me suis regardée dans le miroir. Et pour la première fois, je ne me suis pas reconnue. Il y avait quelque chose là. Un vide. Une femme qui avait tout perdu, sauf sa dignité. J'ai fermé la porte doucement et je me suis murmuré « Ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. » Cette nuit-là, j'ai à peine pu m'allonger. Je me suis assise au bord du lit, le corps plié, les pieds nus sur le sol glacial. La maison était silencieuse, mais à l'intérieur, tout criait. Les mots de mon fils résonnaient comme des lames. « Tu es devenu un fardeau. » Cela coupait plus que des cris, parce que ce n'était pas de la colère, c'était du calcul. Il m'avait regardé comme si j'étais une équation qui ne se résolvait pas, une perte émotionnelle. Et Sophie, cette femme que j'avais accueillie avec tant de gentillesse au début, voulait maintenant me voir partir comme si j'étais un vieux tapis un jour de grand ménage. Je me suis souvenu des fois où j'avais passé des nuits blanches à soigner Julien fiévreux. Des matins où j'avais renoncé à mon café pour qu'il ait un goûter pour l'école. Des jours où j'avais été humiliée au travail et où je lui avais quand même souri en rentrant à la maison. Tout ça pourquoi? Pour être traitée de fardeau? La douleur était grande, mais différente. C'était une douleur qui brûlait et qui transformait. Je n'ai pas pleuré longtemps. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. À l'intérieur, l'enveloppe de l'héritage de Geneviève. Je n'avais toujours pas touché au compte. Il était là, intact, comme s'il attendait un moment précis. Et j'ai su, ce moment était arrivé. Je me suis assise en silence. J'ai ouvert mon carnet. J'ai noté des noms, des montants, des plans. J'ai commencé à lister des biens immobiliers à louer. Mais pas pour moi. J'avais d'autres plans. Le lendemain matin, j'ai préparé le café comme d'habitude. Je l'ai mis sur la table sans rien dire. Sophie n'y a même pas touché. Julien en a bu 2 gorgées et est parti sans me regarder. J'ai souri, parce que maintenant, pour la première fois, je les voyais tels qu'ils étaient, vraiment. Fragiles. Plus fragiles que je ne l'avais jamais été. Sophie, avec tout son orgueil, dépendait de l'argent de Julien. Julien, avec toute sa prestance, n'avait jamais appris à gérer ses propres comptes sans mon aide, et tous les deux n'imaginaient jamais ce que je gardais dans ma poche. Ce soir-là, j'ai ouvert l'ordinateur. J'ai transféré une partie de la somme sur un compte de réserve. Le reste, je l'ai laissé où il était. J'ai tout verrouillé avec de nouveaux mots de passe. Demain, je commencerai à agir. Mais aujourd'hui, je savourerai le silence. Pas le silence de l'humiliation, mais celui de la stratégie. Parce que maintenant, pour la première fois de ma vie, j'étais aux commandes. Et il n'en avait aucune idée. Le lendemain matin, j'ai mis les vêtements les plus simples que j'avais. Un pantalon en toile usé, une chemise sans motif, des sandales à lanière. Je voulais paraître invisible, parce qu'invisible était la façon dont il me voyait. Mais à l'intérieur, j'étais plus vivante que jamais. Je suis sortie de la maison sans donner d'explication. J'ai pris un vieux métro, un de ceux qui sentent le vinyle et le métal rouillé. Je suis descendue près du centre. Je suis entrée dans l'agence bancaire où Madame Lambert gérait les comptes de son entreprise. C'était un bâtiment ancien, discret, avec des murs en marbre et des employés qui m'ont traité comme personne ne l'avait fait depuis des semaines. « Madame Hélène !» a souri la directrice en se levant de sa chaise. « Maître Moreau nous avait beaucoup parlé de vous. Auguste Moreau, l'avocat de Geneviève. Elle m'a conduite dans un salon privé. Là, un dossier noir m'attendait. À l'intérieur, les documents du virement, le compte bancaire, les registres officiels. Vous êtes, légalement, l'unique héritière du patrimoine personnel de Madame Lambert. Il s'agit de placements, de fonds et d'un appartement à son nom, a dit la directrice avec douceur. J'ai tout signé d'une main ferme. Là, dans cette pièce froide et silencieuse, je scellais mon nouveau destin. Mais personne n'avait besoin de le savoir pour l'instant. Quand je suis rentrée, Julien était sur le canapé, se plaignant d'une facture de carte de crédit. Sophie regardait son téléphone. « Maman, où étais-tu » a-t-il demandé, impatient. J'ai souri. J'étais partie régler quelques affaires, chercher des alternatives. Sophie a soupiré.
Encore avec ce discours? Je n'ai pas répondu. Je suis passé tout droit. Je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé la porte doucement. Là, j'ai ouvert mon nouveau dossier. À l'intérieur, des copies de contrats, des mots de passe d'accès et la carte du compte. J'ai touché le plastique comme on touche une arme chargée, parce que c'était ça que j'avais entre les mains maintenant. Du pouvoir. Et aussi tentant que ce fût de l'utiliser immédiatement, j'ai choisi d'attendre. J'ai attendu 2 semaines de plus. J'ai continué à nettoyer la maison, à faire le café, silencieuse. Ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner. Mais ce qu'ils faisaient, en réalité, c'était creuser la tombe de leur propre mépris. Sophie a commencé à laisser des messages passifs-agressifs dans la maison. « Lave ta vaisselle », écrit sur un post-it. « Ne pas oublier d'éteindre la lumière du couloir », griffonné sur le mur avec un stylo. Julien me pressait avec des yeux froids. « Tu as vu des annonces? Tu as passé des entretiens ?» Je répondais avec un sourire serein. J'analyse mes options. Il pensait que c'était de l'ironie. C'était un avertissement. Le jour où Sophie m'a demandé de laver son linge, « Puisque tu es là », j'ai compris que c'était la fin. Et aussi le début. Je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire. J'en ai sorti une enveloppe avec les premiers mouvements. J'ai joint une copie du contrat d'achat d'un bien immobilier à mon nom. Et là, assise au bord du lit, j'ai réalisé, j'étais prête. Le lendemain, plus rien ne serait comme avant. Le lendemain, la maison s'est réveillée comme d'habitude. Sophie marchant d'un côté à l'autre sur ses talons, Julien marmonnant quelque chose à propos d'une date limite, et moi, invisible. Mais ce serait la dernière fois que je préparerais le café pour 2 ingrats. J'ai laissé la table mise. Café chaud, pain coupé, beurre sorti, et à côté de chaque assiette, j'ai placé une enveloppe Kraft. Sans mots, sans signature, juste les documents. Je me suis assise sur le canapé du balcon avec un vieux livre entre les mains et le cœur calme, presque en paix. Sophie a été la première à le remarquer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé en voyant l'enveloppe à son nom. Elle l'a ouverte. D'abord, il y a eu le silence. Puis, un hoquet. Julien est arrivé juste derrière. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sophie lui a montré les papiers. Il a pris les siens. A lu 1, 2, 3 fois. « C'est un contrat de vente ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. J'ai acquiescé de la tête. « Oui, l'appartement a été vendu et transféré à un nouveau propriétaire. Il m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. « Quel nouveau propriétaire ?» Je me suis levée. Je suis allée à la bibliothèque. J'ai pris une copie du reçu de virement bancaire et je l'ai montré. Mon nom, ma signature. « C'est moi la nouvelle propriétaire », ai-je répondu fermement. Sophie a perdu ses couleurs. « Mais cet appartement appartenait à ta patronne ?»« Oui, c'est vrai. Maintenant, il est à moi. Elle me l'a laissé. Un cadeau pour tout ce que j'ai fait. » Julien s'est appuyé sur le dossier de la chaise, les yeux exorbités. « C'est une arnaque ?» a-t-il demandé, comme s'il n'y croyait toujours pas. « C'est un choix. Le mien, » ai-je répondu. Le silence est tombé comme une sentence. Je suis allée à la cuisinière, j'ai éteint la bouilloire. Je me suis servi une tasse de thé. Je me suis assise calmement à table. « Vous avez 30 jours. Après ça, vous devrez trouver un autre endroit. » Sophie a perdu son sang-froid. « Tu ne peux pas faire ça. » Je l'ai regardée. Pour la première fois, avec pitié. « C'est vous qui m'avez demandé de partir. Vous vous souvenez? Vous avez dit que ma place n'était pas ici. Mais on était sous le coup de la colère, » a dit Julien, essayant de se justifier. Il ne fallait pas le prendre au sérieux. Je l'ai pris, très au sérieux. Mon ton était calme, tranchant. Je me suis levée de ma chaise. J'ai une réunion dans une demi-heure, à propos du nouvel appartement que j'ai acheté, avec un salon de lecture, un balcon et du silence. Je les ai laissés plantés dans la cuisine. Dans le miroir du couloir, je me suis jeté un dernier regard. Je n'ai plus vu la femme fatiguée. J'ai vu quelqu'un qui avait appris à marcher par ses propres moyens, même après avoir été poussé à terre. Et maintenant, c'était mon tour de pousser. Si, à un moment de cette histoire, vous avez eu l'impression qu'il s'agissait de vous, laissez un like. Et si quelque chose ici vous a vraiment touché, écrivez dans les commentaires. Moi aussi, je mérite le respect. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls. Cette nuit-là, je me suis endormie tôt et réveillée avant l'aube. La chambre louée était simple, des murs blancs et une fenêtre qui ne montraient que des silhouettes de bâtiments. Je me suis réveillée avec une clarté étrange. J'ai senti que tout allait changer ce matin-là. Je suis retournée à l'ancien appartement avec le dossier de documents sous le bras.
J'étais calme en apparence. À l'intérieur, une énergie pompait, rendant mes mains fermes de leur propre chef. En ouvrant la porte, je les ai retrouvés une fois de plus dans la cuisine. Le café refroidissait sur la table, les tasses pleines d'oubli. Quand ils ont senti ma présence, ils ont levé les yeux. « Bonjour », ai-je dit d'une voix calme. « Aujourd'hui, je remets officiellement les clés de cet appartement. » L'angoisse a pâli dans leurs yeux. « Comment ça ?» a demandé Julien, serrant sa tasse. « Tu as lu les documents hier soir. Je ne fais que concrétiser ce qui est écrit. 30 jours. Le nouveau propriétaire prendra possession et vous devrez libérer les lieux. » Sophie est devenue blême. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, la respiration contenue. Je me suis approché de la table. J'ai posé 2 clés sur le dessus. L'une, symbolique point de fer, l'autre, juste métallique. Cette clé est la mienne. Mon doigt s'est posé dessus avec douceur. Et celle-ci, ai-je montré l'autre, c'est la porte que vous avez choisi de fermer. Julien a écarquillé les yeux, sa voix est sortie tendue. C'est de l'abus, tu sais que c'est illégal. Non, ai-je répondu. C'est légal. Ça a été planifié dans le respect de la loi. Et approuvé. Silence. Le vent est entré par la fenêtre, traînant des feuilles mortes à l'extérieur. Je suis allé vers le placard. J'en ai sorti des enveloppes pour eux, une pour chacun. Documents légaux, contrat de vente, relevé de compte, et une lettre de ma part, à vous, qui m'avez fait croire que vous m'accueilliez, mais ne m'avez jamais donné d'abri, qui m'avez traité comme une contribuable plutôt que comme une mère. Maintenant, retenez ceci, vous avez toujours eu le choix, et vous avez choisi de m'expulser. Alors j'ai choisi aussi. J'ai remis les enveloppes lentement. Je n'ai rien dit, j'ai juste observé. Sophie tremblait. Elle a ouvert le papier d'une main tremblante. Un bref rire lui a échappé, presque nerveux. « Tu es devenue folle ?» a-t-elle murmuré. « Peut-être que je l'étais déjà quand j'ai quitté mon travail, » ai-je répondu en posant les mains sur la table. Mais ma folie est maintenant la paix, pour moi. Julien a parcouru les papiers du regard, a respiré profondément. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai souri pour la première fois avec froideur. J'ai mis en location l'appartement que j'ai acheté. Je vais y vivre, près d'un lac où personne ne me verra comme un poids, où les divisions sont faites par l'ombre, pas par la vengeance. J'ai fait un pas. J'ai éteint la bouilloire qui sifflait encore. La vapeur est montée dans l'air. Les deux sont restés dans un silence absolu, comme s'ils entendaient une sentence lue à voix basse. Je suis allé sur le balcon. Le soleil entrait faiblement. La brise froide coupait l'air. Et dehors, la ville continuait comme si de rien n'était. Mais pour moi, plus rien ne serait pareil. J'ai descendu les escaliers. J'ai pris ma voiture de location. À l'intérieur, le dossier avec les documents, la clé qui montrait une fin, et une autre qui disait « Commence ». Quand j'ai démarré le moteur, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si le poids de 30 ans avait disparu. J'ai imaginé les jours à venir sans café froid qui m'attend, sans regard suspendu, sans reproche silencieux, et enfin, quelque chose d'inattendu. Le téléphone a sonné. C'était Julien. « Maman, on peut parler ?» Je suis restée silencieuse, j'ai respiré, et j'ai laissé l'appel tomber. Je ne me suis pas sentie coupable. Pas pour moi, pour eux. Je me suis éloignée de la maison avec le rétroviseur rempli de l'image de la vieille porte, celle que je tournais pour toujours. Chacun de mes pas a résonné largement dans le silence du début. À la fin, leur silence. Parce que maintenant, j'avais enfin été entendue. J'ai descendu la rue, le dossier en main et la tête légère. Le nouvel appartement attendait. Mais ce qui est arrivé ensuite était inattendu. Le lendemain, j'ai reçu des messages. D'abord de l'ancienne associée de Geneviève, me rappelant ma générosité. Puis d'anciens collègues, partageant des souvenirs de l'époque où je sauvais des projets au bord du chaos. Des mots doux et sincères, faisant s'effondrer les années où l'on m'avait rendu invisible. Mais rien ne m'avait préparé aux visages qui sont revenus. Sophie a été licenciée d'un emploi qu'elle avait commencé juste après m'avoir expulsée. Je l'ai découvert par hasard en discutant avec une amie d'enfance qui n'avait soi-disant plus de contact avec elle depuis des années. La raison officielle, comportement intransigeant et plainte récurrente. Une femme à l'ego surdimensionné, renversée par sa propre arrogance. Julien a disparu. Il s'est déconnecté des réseaux sociaux, a changé de numéro de téléphone. Il a dit au revoir avec un laconique « Bonne chance ». Je pensais que je ressentirais de la colère. Je pensais qu'il me manquerait. Mais je n'ai rien ressenti.
Les voisins ont commencé à me regarder différemment. Dans les couloirs, des chuchotements. Elle était forte, elle a toujours été digne. Elle est restée debout, entendais-je à travers les fentes des portes. Les enfants me regardaient avec curiosité, de l'admiration dans les yeux. Et puis, il y a eu l'appel. C'était le syndic de l'ancien immeuble. Il est venu me voir en personne dans un café. Il s'est excusé au nom de la copropriété pour les ragots, pour le silence, pour l'indifférence. Nous n'avons jamais imaginé ce qui se cachait derrière cette femme qui semblait si fatiguée, a-t-il dit d'une voix contenue. La dignité, à 58 ans, devrait être le patrimoine de tous. J'ai trouvé ça curieux. Qui aurait cru que ma fuite transformerait les gens du quartier en admirateurs? Et puis, j'ai reçu une invitation que je n'aurais jamais attendue. Une interview sur une chaîne nationale pour raconter mon histoire. J'ai dit non. J'ai préféré partager ma vérité dans l'intimité d'une petite diffusion, une vidéo amateur, simple. Je l'ai postée sur une chaîne qui ne comptait que des amis et d'anciens collègues. Mais elle a explosé. Du jour au lendemain, des messages de soutien, des demandes de plus de contenu. Quand j'ai décidé de la rendre publique, la vidéo a atteint des millions de vues. Des gens partageaient leurs propres humiliations, leurs licenciements, leurs douleurs silencieuses. J'ai trouvé dans chaque commentaire une réverbération de mon histoire. Des femmes qui se sont senties invisibles, des enfants ingrats, des patrons abusifs. Et cela m'a offert un autre cadeau, une communauté, un espace où personne n'avait besoin de s'excuser, juste d'être reconnu. Mais l'impact ne s'est pas arrêté là. D'anciens journalistes ont commencé à me rechercher, voulant écrire sur cette affaire émotionnelle, sur la femme qui avait hérité. J'ai parlé à l'un d'eux, j'ai accepté. J'ai été discrète. Je n'ai pas avoué la valeur de l'héritage. J'ai seulement partagé ce que j'ai toujours pensé. La dignité n'a pas de prix. Quelques mois plus tard, j'ai été invitée à une table ronde de femmes survivantes d'abus domestiques et professionnels. J'ai argumenté avec humilité. Je ne veux pas d'applaudissements, je veux que quelqu'un dise « Bravo Hélène, tu as été incroyable ». Après 30 ans, dans cet auditorium bondé, j'ai entendu la réponse qui m'avait manqué pendant des décennies. Ils se sont levés, pas par pitié, par fierté, par respect. Pendant ce temps, les papiers sont arrivés au tribunal. Tortueux pour Sophie et Julien, qui ont tenté d'annuler la vente de l'appartement avec des avocats, invoquant un vice de forme. Mais les documents étaient implacables, garde légale de la propriété, sans faille. Victoire finale pour moi, avec les frais d'avocat à la charge de la partie adverse. Une justice réelle, tangible. La communauté numérique a émergé comme quelque chose d'inoffensif. Je l'ai convertie en un projet social, offrant un soutien financier et émotionnel aux femmes comme moi, licenciées, expulsées, humiliées. Aujourd'hui, je reçois des lettres, des récits émouvants. Certains transformés. Elles ont réussi à économiser de l'argent, à recommencer, même à se réconcilier avec ceux qui les avaient méprisées. D'autres me cherchent pour des conseils. Et je les écoute. Je regarde en arrière et je reconnais à peine la femme qui est entrée dans cet appartement. La même qui sentait les tasses refroidir sans être utilisées. Maintenant, mes plats ne chauffent sur la cuisinière que lorsque j'en ai envie, quand je sens que je le mérite. L'écho de cette transformation résonne encore aujourd'hui. Et certaines réactions ont été marquantes. J'ai eu un appel de Sophie des mois plus tard. Elle a murmuré « Désolé », court, tendu, maladroit. J'ai gardé l'enregistrement, comme preuve que même ceux qui semblaient immortels peuvent s'excuser, honteux dans le noir. Julien m'a envoyé un bouquet de fleurs pour mon anniversaire. Il a fait un don à une ONG à mon nom. Puis, il a de nouveau disparu. Peut-être a-t-il compris quelque chose qu'il n'a jamais été capable de dire. J'ai laissé tomber, mais je n'ai pas gardé de rancune. Je suis humaine. Je porte des cicatrices, mais je ne porte pas de chaîne. Aujourd'hui, quand je passe devant l'ancien appartement, je ressens juste de la curiosité. Je me demande s'ils se souviendront des portes qu'ils ont claquées derrière moi, s'ils se souviendront du visage fermé, du silence coupant, s'ils se souviendront de celle qui les a mis dehors, parce qu'ils n'ont jamais su remercier. Mais j'ai déjà mes maisons. Une louée avec vue sur le lac et mes touches de peinture, mon coin de paix. Une autre, la communauté que j'ai aidé à bâtir, avec des voix qui résonnent plus fort que le mépris qui m'a blessé. C'est ça ma victoire. Pas l'appartement, pas l'héritage. C'est de savoir que ma valeur n'a jamais été calculée par eux, mais par ce que j'ai choisi de défendre. Et maintenant,
Si je vois mon reflet à la fenêtre, je trouve des yeux décidés, ceux qui ont déjà supporté le poids de l'ingratitude, qui ont appris à transformer l'humiliation en chance. Et je sens, j'ai été entendu. J'avais l'habitude de croire que l'amour était synonyme de sacrifice sans retour, que tout donner était une preuve de dévotion, que se taire était un signe de force. Aujourd'hui, j'ai compris que l'amour exige aussi des limites, de prendre soin de soi et le courage de dire « ça suffit ». Pendant des années, j'ai porté le silence comme une armure. J'ai évité les plaintes pour ne pas paraître ingrate. J'ai souri quand on me dévalorisait. Je suis restée debout quand j'étais invisible. Et j'ai appris trop tard que la valeur ne s'accumule pas dans les dommages. Mais la grande leçon que je garde avec moi est la suivante. La dignité ne demande pas de faveur. Elle ne demande pas de bénédiction. Elle se rend digne d'elle-même. J'ai construit toute une vie autour du don. J'ai vite découvert qu'être mère, c'est se donner. Mais la mère, qui ne vivait que pour prendre soin, a oublié de prendre soin d'elle-même. Et finalement, après avoir tout perdu, j'ai redécouvert qui j'étais. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je ne reconnais pas la femme abattue. Je vois quelqu'un qui a compris. On ne naît pas héroïne en donnant. On devient une femme libre en se choisissant. Je ne suis pas devenue millionnaire grâce à l'héritage. Je suis devenue riche en récupérant ma voix, en comprenant que le respect, la reconnaissance et la paix intérieure sont la vraie richesse. L'argent est arrivé. Mais il s'est transformé en ce dont mon cœur avait besoin, la base d'un nouveau départ, pas de la culpabilité. J'ai commencé à voir les relations sous un autre angle. Qui exige la gratitude n'aime pas. Qui remercie n'impose pas. Qui tombe malade de mots vides mérite un silence stratégique. Il s'agissait de ceux qui exigeaient mes soins et me refusaient l'honneur. La légitimité de mon affection ne leur donnait pas le droit de m'humilier. Autre leçon, le karma existe. Ou plutôt, ce que l'on sème, on le récolte. Mais pas comme une vengeance, mais comme la conséquence implacable de ceux qui ignorent l'humanité. Aujourd'hui, je vois que la dignité suit le rythme de la clarté, et que l'injustice tarde, mais ne manque jamais. Je ne suis pas vengeresse. Juste. Je n'ai pas utilisé l'héritage pour blesser. Je l'ai utilisé pour reconstruire. Et le vrai tournant ne s'est pas produit lorsque j'ai vendu l'appartement. Il s'est produit lorsque j'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de mon utilité pour les autres. Aujourd'hui, je me réveille et je me demande « Qui suis-je quand personne ne m'aide ?» Une précision simple et puissante. Et cela me donne la liberté d'agir sans peur. Et à propos de mon histoire, je me rends compte qu'elle a résonné plus que je n'aurais pu l'imaginer. Des femmes de tous âges m'ont écrit. Elles ont raconté des sacrifices que personne n'a valorisés. Des histoires de licenciements sans préavis, d'enfants ingrats, de patrons qui ont humilié, de mères qui se sont tues. Et elles ont trouvé dans mon récit un écho, un soulagement, une boussole. Et ce n'était pas de la gloire, c'était de la vérité. C'était de dire « J'ai survécu et vous pouvez le faire aussi ». Le message que je laisse est celui-ci. Le courage n'est pas de continuer, il est de savoir quand s'arrêter, quand recommencer, quand dire ça suffit. Maintenant, je connais ma valeur. Et elle ne se mesure pas en vœux de bonnes intentions ni en larmes invisibles. Elle est ferme, calculée et faite de choix. Des choix conscients, basés sur mes principes. J'ai appris que le pardon ne signifie pas accepter volontairement les humiliations. Le pardon peut être de fermer des portes. Il peut être d'aimer l'autre, mais à distance. Il peut être de regarder vers l'avant sans rancune, mais avec des limites. J'ai mûri en voyant que le pardon total n'exige pas la réconciliation. Il exige une dignité intacte. Aujourd'hui, quand on me demande « Regrettez-vous d'avoir tant donné ?» Je réponds avec un lent sourire. Je regrette de ne pas m'être choisi plus tôt. Je regrette d'avoir laissé le silence parler pour moi pendant tant d'années. Mais je ne regrette pas d'avoir aimé. J'aime différemment maintenant, avec des limites, avec de la valeur, avec vous qui lisez ceci et qui méritiez de l'amour. Et plus important encore, de mériter le respect. Et attention, je sens encore les cicatrices. Certaines ne disparaîtront jamais. Mon corps se souvient des nuits blanches. Mes mains se souviennent des journées de dur labeur. Mais ces marques ne me diminuent pas. Elles me montrent mon parcours. Mes contusions sont devenues une histoire. Au-delà de l'argent, il me reste quelque chose que même moi je n'attendais pas. La paix. Pas la perfection. Pas la méfiance. Mais la tranquillité de quelqu'un qui s'est relevé.
De quelqu'un qui a entrevu l'horizon après tant de poids. De quelqu'un qui a appris que recommencer est un acte de foi. Et si aujourd'hui j'ai construit quelque chose de différent, une maison plus petite, plus claire, sans murs invisibles, c'est parce que j'ai décidé de reconstruire sur des bases plus réelles. Mon voyage ne s'est pas terminé ici. Mais pour la première fois, je choisis de continuer pour moi, pour la femme que je suis devenue. Et non pour quelqu'un qui m'imposait d'être d'une certaine manière, pour ne pas déranger. C'est ma dernière leçon. Se choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie humaine. C'est l'acte le plus silencieux et le plus puissant que nous puissions faire. C'est déclarer « Ma limite existe ». Et si vous ne respectez pas cette limite, peut-être ne méritez-vous pas ma voix. J'étais un fardeau pour ceux qui ne savaient pas aimer. Mais aujourd'hui, je suis une femme entière pour moi-même. Et à la fin de cette histoire, j'ai appris. Il n'est jamais trop tard pour s'honorer. Après avoir finalement quitté cet appartement, tout a changé, mais pas du jour au lendemain. Il a fallu quelques mois avant que je sente que j'avais vraiment lâché les amarres qui me retenaient à cette ancienne vie. D'abord, j'ai vendu l'appartement qui était devenu un symbole de défi et de colère. Vendu à un bon prix, les bénéfices m'ont permis d'acheter un petit appartement, mais le mien. Avec vue sur un lac tranquille, un grand balcon, la lumière naturelle entrant à 6 heures du matin. La sensation, le lent réveil d'un chapitre que je n'avais pas envie de fermer. Ensuite, j'ai créé un simple tableur, et quotidien. Registre des dépenses, factures payées, investissements discrets. Le compte en fiducie reçu en héritage était là, intact, mais transformé. Ce n'était plus un symbole de vengeance, c'était une sécurité pour les années à venir. J'en ai fait ma fondation, pas mon trophée. J'ai également fondé un petit projet en ligne. Femmes qui ont choisi. Un espace gratuit, avec des chats, du mentorat et des podcasts pour celles qui avaient été licenciées, expulsées ou humiliées. L'idée était simple. Offrir de l'empathie, des informations et des outils pour recommencer. Le retour a été immédiat. Je recevais des messages quotidiens de femmes qui pleuraient, se sentaient perdues et disaient « Votre histoire a sauvé mon premier pas ». Quant à cet ancien appartement, les nouveaux propriétaires ont suivi la ligne contractuelle. Personne n'a essayé d'entrer plus tôt. J'ai reçu des photos de la rénovation qui a transformé l'endroit. Il fallait le reconnaître. Là, mon héritage s'était terminé. Et c'est bien ainsi. Le passé doit avoir sa place, mais pas sa demeure. La liberté a sa propre adresse. Sophie a disparu de ma liste de contacts. Je n'ai pas répondu à son dernier message sur WhatsApp dans lequel elle s'excusait presque sur un ton de supplication. Je l'ai gardé comme un rappel. On ne doit pas accepter une insulte simplement parce qu'elle est emballée dans des excuses. Julien, quant à lui, est réapparu quelque temps plus tard. Il a envoyé des fleurs pour mon 60e anniversaire avec un message de remerciement tardif. J'ai demandé à ce que les fleurs soient données à une institution pour personnes âgées dans le besoin. J'ai pensé que c'était le moins qu'il pouvait faire, et j'ai tiré le meilleur parti de son geste. J'ai cependant reçu des invitations inattendues. Des journaux voulaient en publier mon histoire. Je préfère écrire, alors j'ai écrit un article personnel pour un magazine féminin national. J'y expliquais « Je n'ai pas survécu à la dernière humiliation par chance. J'ai survécu parce que j'ai retrouvé ma valeur. » Il a été publié sous le titre « La mère qui est devenue femme ». J'ai reçu des droits d'auteur que j'ai entièrement reversés à mon projet « Femmes qui ont choisi ». Sur Internet, j'ai créé une série de courtes vidéos, des conseils pratiques, des témoignages chaleureux. L'une de ces publications est devenue virale. Une femme m'a dit qu'elle n'était pas sûre de pouvoir quitter sa maison après avoir été mise dehors par un fils ingrat. Elle a écrit « Si vous y arrivez, je peux le faire aussi ». J'ai vibré en lisant cela. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris mon impact. Quelques mois plus tard, j'ai été invitée à donner une conférence pour des professionnels des ressources humaines. C'était un auditorium d'entreprise, une odeur de moquette et de café. J'ai parlé d'une voix ferme et posée. Beaucoup de licenciements sont silencieux. Personne ne voit les larmes qui accompagnent la lettre de licenciement. Le public m'a écouté entièrement. À la fin, l'auditorium s'est levé. C'était gratifiant. Pas des applaudissements, mais de la reconnaissance. Il n'y a pas eu de réconciliation avec ceux qui m'ont abandonné. Et je ne l'ai pas cherché. Cela semble cliché, mais le pardon qui m'a sauvé est celui que je me suis accordé à moi-même. La prière que j'ai faite était pour la paix, pas pour la reprise. La réunion n'était pas ce que j'aspirais,
c'était ma dignité retrouvée. Aujourd'hui, j'ai une routine simple. Je médite le matin, je peins des tableaux que j'ai accrochés au mur de l'appartement, j'écris dans mon journal et j'aide ceux qui en ont besoin. Parfois, je reçois des femmes qui sont venues de loin avec un courage silencieux pour discuter, pleurer, planifier les prochaines étapes. L'espace est devenu un refuge. On me demande encore si ça en valait la peine. Je réponds, je ne le regrette pas. Mais j'ai appris une vérité douloureuse. Tout amour n'est pas réciproque. Certaines graines ne fleurissent pas, d'autres germent tardivement. J'ai mûri en découvrant qu'aimer n'exige pas d'éclipser sa propre vie. Aimer requiert aussi des limites et le respect de soi. Qu'est-il arrivé à Julien? Il a été banni de la plateforme de streaming où il racontait son histoire manipulatrice. Et il a été condamné pour diffamation. Il a dû payer une indemnité minimale. Le procès lui a coûté bien plus. Je ne savais pas si je devais m'en réjouir ou en avoir pitié. Peut-être un soulagement. La vie savait quoi faire. Sophie et sa mère ont déménagé. Apparemment, elles ont perdu leurs privilèges financiers. Mais si ces privilèges étaient basés sur le mépris, peu de choses ont été perdues. Une nouvelle voisine a commenté « Ça semble une juste punition pour ceux qui ont toujours vécu en étouffant les autres. » Moi, par contre, j'ai vécu mon premier après-midi de pluie sur le balcon en écoutant le son des gouttes sur le lac. Là, sur le vieux fauteuil à bascule, j'ai pensé « Quelle chance qu'il m'ait expulsé. » C'est la poussée qui m'a mené à cet endroit. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose que je n'ai jamais eu. Ma propre maison. Mais surtout, j'ai la paix. Et je sais que la paix vaut plus que n'importe quel héritage. C'est ce qui reste. Pas une revanche, mais une reconstruction. Pas une vengeance, mais une justice silencieuse. Pas une accusation, mais un résultat. Le temps m'a montré que celui qui expulse une mère qui a tout donné oublie que parfois elle renaît avec ce que personne n'imaginait. Et je termine ainsi, non pas comme quelqu'un qui a gagné grâce à l'argent, mais comme quelqu'un qui a gagné en se souvenant d'elle-même. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que le silence était la preuve de la dévotion. J'ai pensé que supporter les humiliations et attendre la reconnaissance était un signe d'amour. Aujourd'hui, je sais que tout sacrifice n'est pas digne, que toute relation saine ne se base pas sur l'absence de dialogue ou le reniement de soi. Je ne viens pas ici pour implorer la compassion. Je viens vous inviter à regarder à l'intérieur de vous. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, alors s'il vous plaît, réfléchissez. Pensez au nombre de fois où vous avez ravalé vos mots pour maintenir la paix. Combien de portes vous avez fermées pour éviter le conflit? Combien de merci sont restés coincés dans votre gorge? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça fait mal de réaliser que ceux qui devraient vous soutenir finissent par vous rejeter. Mais c'est sur ce terrain de douleur que naît le courage silencieux, si cette histoire vous a parlé. Si vous avez déjà été dévalorisé par ceux qui auraient dû le plus vous soutenir, si vous avez déjà senti que vous n'aviez pas de place pour exister à la maison, au travail ou dans la vie des autres, alors commentez ci-dessous. Moi aussi, j'ai appris à dire ça suffit. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de qui il est, avant de renoncer à nouveau à lui-même. Et si vous avez déjà choisi de vous relever, même quand personne n'a vu vos larmes, si vous avez déjà décidé que le respect est légitime et non une concession, partagez-le aussi. Votre voix est un rappel puissant que nous ne sommes pas seuls. Sur la chaîne, je viens de publier une vidéo intitulée « Quand vous vous choisissez ». J'y parle davantage de la manière dont j'ai reconstruit ma vie après tant de coupures et de mépris. Si vous voulez suivre, abonnez-vous, mais seulement si vous sentez que cela a du sens pour vous. Il ne s'agit pas de like. Il s'agit de reconnaître la valeur que vous avez déjà, même si personne ne la voit. Et voyez, si vous voulez discuter, raconter votre histoire ou clarifier des doutes, envoyez-moi un message. Mon projet de soutien aux femmes est ouvert aux femmes qui ont besoin de recommencer avec dignité. Ce peut être un geste simple ou un pas qui définit un nouveau chapitre. Je n'ai pas gagné grâce à l'argent. J'ai gagné en me souvenant. J'ai gagné quand j'ai compris que chaque femme mérite de s'honorer. Et aujourd'hui, j'offre cette main à celles qui croient encore que l'indignation est une fatalité. Parce que la vérité est la suivante. Quand vous trouvez votre voie, personne d'autre ne décide pour vous. Et c'est l'invitation que je vous lance maintenant. Réagissez. Choisissez-vous. Permettez-vous d'exister. Si cette histoire a résonné en vous, commentez, partagez, suivez.
Mais surtout, réfléchissez. Et souvenez-vous avec force, vous avez de la valeur, vous en avez toujours eu. Et vraiment, vous méritez d'être entendu. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes arrivé à ce point, cela signifie que quelque chose en vous résiste. Alors, maintenez cette résistance allumée. Parce que chaque femme qui se reconnaît change le cours de sa propre histoire et inspire les autres à faire de même.